Dans le monde des bikers hors la loi, la force signifiait tout. Mais être un géant parmi les frères était toujours apprécié. Arman Edward Bletcher était l'un de ces hommes. Il mesurait 2,03, pesait 160 kilos et était tellement fort qu'il n'avait pas besoin de batte ou d'armes. Pour ses ennemis, ses poings suffisaient. Mais Arman n'était pas connu seulement pour sa taille. Il a travaillé comme homme de main, garde du corps de célébrités, videur de boîtes de nuit, et est ensuite devenu un membre redouté des Hells Angels. Cependant, ce ne sont pas ses rivaux qui l'ont fait tomber. Ce fut la trahison de sa propre famille. Jeunesse et transformation. Armand Bletcher est né le 14 novembre 1942 dans le comté d'Alameda, en Californie, de Edward Bletcher et Beverly Manoogian. Il avait 2 frères et sœurs nommés Sharon et Charlene. Son père, Edward A. Bletcher, était un vétéran décoré de la marine qui avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale, en Corée et au Vietnam. La carrière militaire de son père a inspiré l'enfance d'Armand, lui apprenant la résilience et la discipline dès son plus jeune âge. La vie d'Armand n'a pas commencé ainsi. Enfant, Armand était plus petit que ses pères. Il était harcelé à l'école. Cela changea bientôt, et en un rien de temps, il était plus grand que tous les autres. Mais il était encore maigre. Pour développer ses muscles, il se lança dans la musculation, passant d'innombrables heures à la salle de sport. Et il ne s'arrêta pas à la musculation. Il commença à utiliser des stéroïdes pour chevaux, afin de maintenir sa taille, poussant son corps bien au-delà des limites naturelles. Cette transformation choquante fit de lui un géant, avec un corps qui ressemblait à une arme. Combiné à la discipline que lui avait enseignée son père, Armand était comme une armée à lui seul. Puis, le téléphone d'Arman n'arrêtait jamais de sonner. Les propriétaires de bars appelaient quand ils avaient besoin d'un mur vivant pour garder le contrôle de leur club. Les promoteurs appelaient lorsqu'ils avaient besoin que leurs événements restent sans problème. Et les personnes ayant de sérieux soucis, du genre qu'elles ne voulaient pas que la police ou les journaux découvrent, appelaient quand elles avaient besoin que ces problèmes soient réglés discrètement. Le titre changeait constamment. Au début, il n'était qu'un videur, puis un garde du corps, bientôt un homme de main. Les chèques de paie devenaient plus gros, tout comme les risques. À Fresno et San José, Arman travaillait aux portes de certains des clubs les plus dangereux. Sa seule présence suffisait à empêcher les bagarres avant qu'elles ne commencent. Imaginez entrer dans un bar et voir un homme de près de 2 mètres et 160 kilos se tenir à la porte. La plupart des gens réfléchissaient à 2 fois avant même d'élever la voix. Mais lorsque les bagarres éclataient, Arman s'épanouissait. Il préférait ses poings aux armes, pas de couteau, pas de batte, pas d'armes à feu, juste la puissance brute. Il était connu pour aimer le combat et n'en perdre aucun. Sa taille et sa force lui ouvrirent des portes inattendues. À un moment, Arman travailla même dans l'équipe de protection de nul autre que Frank Sinatra. Si la mafia voulait protéger quelqu'un, si un promoteur avait besoin de muscles ou si un club voulait faire respecter ses ordres, Arman était l'homme qu'on appelait. C'est aussi à cette époque que les gens commencèrent à l'appeler Big Arman. Pas seulement à cause de sa taille, mais parce que personne ne pouvait le déplacer. Il était un mur de chair et de muscles. Travaillait avec les Hells Angels. La réputation d'Arman grandit si rapidement qu'elle déborda dans les cercles hors la loi. Il noua des liens avec des figures de la mafia et se retrouva bientôt à travailler aux côtés des Hells Angels. À Fresno, il devint un allié de confiance de la section locale. La section de Fresno elle-même avait été fondée en 1968, en faisant l'un des premiers groupes des Hells Angels en Californie, en dehors de la Bay Area. Dans les années 1970, elle s'était forgé la réputation d'être l'une des sections les plus violentes, profondément liées aux problèmes croissants de la ville avec la drogue, les bagarres dans les bars et les rackets organisées. La direction changea au cours de la décennie, mais Fresno opérait toujours dans l'ombre d'Oakland, siège de Sonny Barger, le président légendaire qui incarnait la figure nationale des Hells Angels.
La parole de Barger avait du poids dans chaque section californienne, Fresno incluse. Et lorsqu'un homme comme Harman se révélait être le muscle, sa réputation dépassait rapidement la Central Valley. Même Sonny lui-même reconnut la présence d'Harman, affirmant célèbrement que s'il devait choisir entre emmener 10 Angels dans un combat ou juste Harman, il choisirait Harman à chaque fois. Ce type de louange venant du Hells Angel le plus puissant d'Amérique ne fit que cimenter le mythe d'Harman. Même le magazine Easy Riders le remarqua. Ils le présentèrent comme Big Armand Bletcher, arbitre et collecteur de dettes, le présentant à la fois comme un symbole de la culture biker et comme une figure plus grande que nature. Mais dans le monde des bikers hors la loi, la réputation seule n'était jamais suffisante. Peu importait combien de personnes vous craignez, combien d'histoires entouraient votre nom. Le respect à l'intérieur du club ne s'obtenait que par le sang et la violence. Pour gravir les échelons, il fallait se prouver encore et encore, non seulement face aux rivaux, mais devant ses frères. Pour Harman, ce n'était pas un problème. Il ne fuyait pas la violence. Il l'embrassait. Il collectait des dettes, écrasait ses rivaux et agissait comme le muscle des opérations des Angels à Fresno. Contrairement à la plupart des hommes de main qui se reposaient sur des armes, les poings d'Harman étaient ses armes. Et ces poings avaient leur propre réputation. Chaque combat dont il sortait indemne le rendait plus précieux. Harman ne se contentait pas de vaincre ses adversaires. Il les brisait, corps et esprit. Les résultats étaient brutaux. Lors d'un incident, un rival balançait une batte de baseball sur Harman encore et encore, frappant ses côtes, ses bras et même son crâne. Tout autre homme serait tombé. Mais Harman avançait, pas à pas, comme si les coups ne signifiaient rien. Finalement, la batte se brisa contre lui avec toute sa force, mais son visage ne changea jamais. Aucun sursaut, aucune douleur, juste une concentration froide. Et quand il riposta enfin, tout fut terminé d'un seul coup de poing. Ce coup unique ressemblait à une boule de démolition, faisant tomber son adversaire instantanément. Au sein des Hells Angels, ce type de domination le rendait indispensable. C'était l'homme qu'ils envoyaient quand ils avaient besoin que les problèmes soient réglés rapidement. Mais ce chemin signifiait aussi qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'était plus un homme pouvant choisir une vie tranquille. Il était devenu une solution pour ceux qui vivaient avec des problèmes bruyants. C'est ainsi que naissent les légendes. Et le plus souvent, c'est aussi ainsi qu'elles se terminent. Harman ne courait pas après les trophées comme les bodybuilders compétitifs. La force pour lui n'était pas une question de chiffres sur un tableau, mais de fonctionnalité. Il pouvait charger des motos dans un pick-up à main nue, projeter un homme à travers un bar d'un bras, ou faire un développé couché de plus de 300 kilos lorsqu'il en avait besoin. Ce type de force de classe ouvrière avait plus de poids dans les cercles hors la loi que n'importe quelle médaille. Mais l'intimidation brute avait ses limites. Dans les années 1970, Fresno était devenu un point chaud pour la violence entre bikers, les guerres de territoire de drogue et les rackets soutenues par la mafia. Si Harman voulait maintenir sa place dans cette économie, ses points devaient se transformer en contrôle. Et le contrôle signifiait violence. Contrairement à de nombreux hommes de main de l'époque qui s'appuyaient sur des couteaux ou des pistolets, Harman comptait presque entièrement sur ses poings. Il préférait la certitude d'un coup direct, rapide, personnel et définitif. Ceux qui l'affrontaient disaient qu'ils ne perdaient jamais, et la plupart ne voulaient jamais essayer une deuxième fois. Cet amour du combat le rendait parfait pour les portes des boîtes de nuit de Fresno et San José, où bikers, mafieux et escrocs se croisaient chaque nuit. Une nuit, dans un club local, une bagarre éclata, et celle-ci s'intensifia rapidement. Harman était au milieu de l'action. Bientôt, le bruit des coups de feu déchira la salle. Le chaos éclata instantanément. Les clients se jetèrent sous les tables. Quand la fumée se dissipa, un homme saignait et Harman fut accusé d'être celui qui avait tiré. Pour la plupart des hommes, une accusation de ce type aurait signifié la faim et la prison. Une réputation ruinée. Mais lorsque l'affaire arriva au tribunal, autre chose se produisit. Les témoignages décrivirent la bagarre comme un acte de légitime défense. La victime était venue vers Harman en premier,
et le jury y crut. Finalement, il sortit libre. Cette décision fit plus que le garder hors de prison. Elle alimenta la légende. Pour le public, il semblait qu'Harman pouvait tirer sur un homme dans un bar bondé et sortir indemne. Pour ses ennemis, cela envoyait un message plus sombre. Non seulement il était prêt à utiliser ses poings, mais il n'avait pas peur de dégainer une arme si nécessaire. Et pour les Hells Angels, cela confirmait qu'il n'était pas seulement le muscle à la porte. Il était le type d'homme de main capable de défier policiers et tribunaux, tout en sortant avec sa réputation intacte. Le Fresno Bee rapporta des allégations selon lesquelles Harman était un homme de main payé pour des gangs de drogue liés à la mafia, suggérant que son muscle était employé non seulement par les Hells Angels, mais aussi par des dealers de haut niveau qui avaient besoin de collecter des dettes et d'intimider les rivaux. Bien que les accusations n'aient jamais abouti, les murmures suffirent à cimenter son image d'homme, opérant des deux côtés de la loi. Biker et mafieux, hors la loi et homme d'affaires. Ces boîtes de nuit n'étaient pas seulement des lieux de musique et de boissons, elles étaient des champs de bataille où les accords s'effondraient, les rivalités éclataient et les rancunes se jouaient dans du verre brisé et du sang. Pourtant, quand Big Harman se tenait à l'entrée, la plupart de ses problèmes disparaissaient instantanément. Un simple regard sur sa silhouette imposante suffisait généralement. Et quand ce n'était pas suffisant, Harman était plus que prêt. Sonny Barger mentionna dans son livre qu'Harman adorait être videur, parce que cela signifiait une chose, des combats constants. Et c'est dans le combat qu'il se sentait vivant. Problème avec la loi. La violence a un prix. Les ennemis d'Harman n'étaient pas seulement des rivaux en cuir. Les détectives surveillaient de près ses lieux de fréquentation et le FBI ouvrit des dossiers. Au milieu des années 1970, Fresno était sur une corde raide. Les équipes de trafiquants se disputaient les coins de rue et les approvisionnements. Les boîtes de nuit servaient de façade pour l'argent liquide. Les bagarres de bar se transformaient en affaires de tir. La couverture locale liait les bikers hors la loi à des missions d'intimidation et à des collectes nocturnes. Et le nom d'Harman continuait de surgir dans ce mélange comme l'homme qu'on appelait quand la peur était le produit. Le FBI s'intéressa aux angles de raquette. Les agents croyaient qu'Harman était plus qu'un bagarreur de bar. Ils soupçonnaient qu'il agissait comme homme de main payé pour des groupes de drogue et pour récupérer des dettes pour des dealers liés. Des mandats furent rédigés. Une surveillance s'installa devant les bars et les magasins. Puis, les affaires stagnaient. Les témoins se turent. Pour comprendre la pression autour de lui, il suffit de voir ce que les autorités de Fresno durent affronter plus tard, lorsque ces mêmes réseaux se durcirent. Dans ce climat, Harman n'était pas un simple figurant. Il était le nom que l'on murmurait lorsque les menaces avaient besoin de crocs. Il était aussi un problème que le FBI ne pouvait pas résoudre. Le dossier restait chaud. Les accusations, non. La chute. Au milieu des années 1970, le nom d'Harman Bletcher continuait d'apparaître en lien avec le trafic de drogue, l'extorsion et les missions de violence. La police locale ne pouvait faire que tant de choses. Les témoins avaient trop peur pour parler, mais le FBI tournait autour. Il voulait l'inculper pour racket, la même accusation qui avait fait tomber des membres de la mafia. Harman savait que les enquêteurs n'avaient pas de base de données informatiques à cette époque. S'il pouvait montrer un salaire régulier, quelque chose qui semblait légitime sur le papier, les fédéraux pourraient fermer son dossier. Alors, il élabora un plan. Il se tourna vers ses cousins, les frères Pasayan, qui dirigeaient un atelier familial de pneus à Fresno. Il leur demanda de l'inscrire sur leur paie afin que cela paraisse un revenu stable et légal. Mais les frères ne voulaient rien avoir à faire avec son monde hors la loi. Ils refusèrent. Ce refus frappa profondément. Pour un homme comme Harman, le rejet n'était pas seulement personnel, il était dangereux. Il insista davantage, les appelant encore et encore, les accusant de dénonciation au FBI, exigeant qu'ils coopèrent avec son plan. Chaque appel augmentait encore la tension. Le 25 novembre 1975, tout éclata. Harman fit irruption dans l'atelier, ne demandant plus mais exigeant. Les récits diffèrent, mais les faits présentés au tribunal furent brutaux. Les frères Pasayan affirmèrent
qu'ils les avaient menacés de mort. Ils déclarèrent qu'ils n'avaient pas le choix. L'un saisit une batte de baseball et frappa violemment. Les coups portèrent, mais le géant continua d'avancer. Même battu, il ne tomba pas. Pris de panique, les frères sortirent un pistolet 9 mm. 2 coups de semonce éclatèrent dans le béton au pied d'Arman. Pourtant, il avançait toujours. C'est à ce moment que Josh Pasayan tira 3 balles dans son dos. Le géant tomba enfin. Pour un homme qui avait terrorisé des bars, des rivaux et des quartiers entiers, sa fin arriva dans le lieu le plus inattendu. Un petit atelier de pneus à Fresno, aux mains de sa propre famille. Arman Bletcher, l'homme que Sonny Barger avait un jour qualifié de combattant le plus précieux des Angels, n'avait que 33 ans. Héritage. L'histoire d'Arman Bletcher ne s'est pas terminée avec sa mort en 1975. Elle s'est transformée en légende hors la loi. Dans le monde des bikers, il était rappelé comme l'un des plus grands et intimidants hommes de main à avoir jamais porté l'écusson des Hells Angels. Sa réputation ne reposait pas seulement sur sa taille, mais sur sa présence. Souvent, les combats se terminaient avant même de commencer simplement parce que Big Arman était entré dans la pièce. Même Sonny Barger, le légendaire président des Hells Angels, reconnaissait le pouvoir de Bletcher. Dans ses mémoires, Barger disait que s'il devait choisir entre emmener 10 Angels au combat ou seulement Arman, il choisirait toujours Arman. Cette seule déclaration montre la force brute et la peur qu'Arman inspirait. Mais son héritage a 2 faces. Pour ses frères du club, il était un fidèle exécutant qui vivait et saignait pour les Angels. Pour ses ennemis, il était un cauchemar, un homme apparemment imparable, indifférent au poing, aux battes, même aux balles, jusqu'au jour où sa propre lignée se retourna contre lui. Sa mort violente aux mains de ses cousins a clos l'un des chapitres les plus brutaux. Pourtant, au lieu d'être oublié, son nom a été transmis comme un folklore hors la loi. Parmi les bikers, il reste un avertissement, un symbole de force brute, de loyauté inébranlable et de la chute inévitable qui accompagne une vie bâtie sur la violence. Dans le monde des clubs de motards hors la loi, Arman Bletcher est rappelé à la fois comme une menace et un mythe. Son histoire vit comme une légende. Mais les légendes ne sont pas uniques à la scène biker américaine. Dans une autre partie du monde, une fraternité différente est montée au pouvoir, mélangeant moto, politique et loyauté envers l'État lui-même. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir leur histoire, qui montre comment un club peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus dangereux.